Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous détaille la correction d'un exercice que je vous avais publié en story sur mon compte Instagram. C'est un exercice qui traite de la somme de Gauss et qui traite également du second degré, donc des trinômes, et avec une relation avec la somme de Gauss. Donc ce qu'on appelle la somme de Gauss, c'est simplement la somme des entiers naturels qu'on va additionner de 1 jusqu'à n. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à n. Donc quel est le rapport entre cette somme de Gauss et un trinôme de second degré et comment trouver une valeur, une formule qui me permet facilement de calculer la somme de termes successifs de cette suite arithmétique, en l'occurrence, puisque c'est une suite arithmétique de raison 1, donc des termes successifs en réalité de 1 jusqu'à n, à travers un exercice avec les trinômes. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça peut vous intéresser si vous êtes en première, si vous êtes également en terminale, si vous êtes bien sûr en première et que vous avez vu le chapitre sur le second degré, sur les trinômes, le discriminant, etc. Et sur la partie potentiellement suite, puisqu'en fait on va voir potentiellement un traitement, une façon de voir, de démontrer la formule finale à la conclusion de l'exercice à travers une autre technique que je vais développer dans une vidéo séparée. D'ailleurs, si vous avez une idée sur comment on peut démontrer cette formule de la somme de Gauss à travers d'autres méthodes, je pense par exemple aux suites arithmétiques ou autres méthodes, parce qu'il en existe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque beaucoup de vidéos vont en sortir et du contenu de bonne qualité va également être produit. Je vous invite également à aimer, à commenter, ça me permettra de remonter cette vidéo et ça me permettra également d'obtenir plus d'abonnés. N'hésitez pas à partager, à relayer sur vos réseaux sociaux. Alors, ici dans cet exercice, on nous a donc donné un polynôme P de second degré, donc qui s'écrit sous la forme suivante. Donc P de x est égal à 1 demi x au carré moins 1 demi x plus c avec c, un élément qui appartient à R. Donc la première question, il s'agit de faire quoi? Dans cette première question, on admet que c est égal à moins 1. Donc on suppose que c est égal à moins 1. Et on nous demande tout simplement de résoudre l'équation P de x égale à 0. Donc si C est égal à 1, à moins 1, pardon, donc j'en déduis quoi? J'en déduis que le polynôme P de x s'écrit 1 demi x au carré moins 1 demi x moins 1. Donc la résolution de l'équation P de x égale à 0. Est équivalent à quoi? Donc, cette équation P de x est égale à 0 devient équivalente à l'équation 1 demi x au carré moins 1 demi x moins 1 égale à 0. D'accord? Par conséquent, un trinôme, donc c'est classique, on calcule le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, donc j'obtiens moins 1 demi au carré moins 4 fois a qui est 1 demi fois c qui est égal à moins 1, n'est-ce pas? Donc ceci me donne delta égale à 1 quart, moins fois moins ça fait plus, donc 4 sur 2, n'est-ce pas? Et donc ici, pour réduire au même dénominateur, je dois multiplier la deuxième fraction, numérateur et dénominateur, par 2, pour obtenir un dénominateur commun qui est égal à 4. Par conséquent, delta devient 1 sur 4 plus 8 sur 4, leur somme fait 9 sur 4. Donc delta égale à 9 sur 4, c'est super car c'est un carré parfait. Donc la racine carrée de 9 sur 4, c'est la racine de 9 divisée par la racine de 4, qui est donc égale à 3 demi. Donc puisque delta est strictement supérieur à 0, je me trouve dans la situation où j'ai deux solutions distinctes. Donc la première solution qui est égale x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça nous fait 1 demi moins racine carrée de delta qui est égale à racine de 9 sur 4, c'est 3 demi, sur 2 fois a, donc 2 fois 1 demi, ce qui nous fait donc ici, au dénominateur, le 2 fois 1 demi, ça
ça se simplifie, j'obtiens simplement 1, et au numérateur, il me reste 1 moins 3 divisé par 2, donc ça me fait moins 2 sur 2, ça nous fait moins 1. La première solution, c'est simple, c'est moins 1. La deuxième solution, x2, c'est moins b, donc 1 demi, plus racine carrée de delta, divisé par 2 fois a, donc 2 fois 1 demi, ce qui me donne en fait, le dénominateur me donne 1, le numérateur me donne 1 plus 3 qui est égal à 4 divisé par 2, ce qui me fait 2. Donc, la solution de cette équation-là, c'est tout simplement le couplet moins 1, 2. Le couple moins 1, 2. Donc ça, c'est la première question, petit a. Pour la question petit b, qu'est-ce qu'il me demande? Pour l'instant, c'est classique, de résoudre l'inéquation P de x strictement supérieure à 0. Donc résolution dans R. Résolution dans R de l'inéquation P de x strictement supérieur à 0. Donc P de x strictement supérieur à 0, eh bien, c'est équivalent à 1 demi x carré moins 1 demi x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc, vous vous souvenez comment on fait pour résoudre des inéquations de second degré. Donc, il me suffit de trouver les racines du polynôme. Les racines du polynôme, je les ai trouvées à la question précédente, n'est-ce pas? Donc, c'est moins 1 et 2. Et donc, il me suffit de faire le tableau, de dresser le tableau. Donc, d'après la question précédente, moins 1 et 2 sont les deux racines de P. Donc, je vais dresser le tableau de signes de P de x. P de x étant un trinôme, il s'annule en moins 1 et en 2. Donc, moins 1 et 2 annulent le trinôme. Donc, x varie de moins l'infini jusqu'à l'infini plus l'infini, puisque je suis défini dans R. Entre les deux racines, l'inverse du signe de a. Or, a est égal à 1 demi, donc le signe de 1 demi, c'est positif. L'inverse du positif, c'est négatif. À l'extérieur, c'est positif. Je suis en train de chercher les régions de R où P de x est strictement positif, donc je me situe ici et ici. Et en l'occurrence, sur moins l'infini, moins 1 et 2 plus infini, j'écris donc l'ensemble de solutions S égale à moins l'infini, moins 1 exclu. J'exclus moins 1 parce que je suis strictement supérieur à 0, et union 2 plus l'infini. Voilà donc pour cette première question qui est très simple, qui est une application du cours des trinômes pour résoudre une équation de second degré et pour également résoudre une inéquation de second degré. Maintenant la question 2, qu'est-ce qui est demandé à la question 2? Donc donner, suivant les valeurs de C, le nombre de solutions réelles de l'équation P de x égale à 0. Donc maintenant on revient au paramètre générique C, et donc il faut donner le nombre de solutions de l'équation P de x égale à 0 en fonction de C. Donc, pas de panique, P de x sous la forme la plus globale s'écrit maintenant 1 demi x au carré moins 1 demi x plus C avec C, c'est un réel. Donc, pour essayer de trouver le nombre de solutions, qu'est-ce qui détermine le nombre de solutions? Ce qui détermine le nombre de solutions d'une équation de second degré, c'est le discriminant, n'est-ce pas? Ce qui détermine, donc ça je l'écris pour vous. Ce qui détermine le nombre de solutions d'un trinôme ou d'une équation de second degré, c'est le discriminant, c'est delta.
Donc je commence d'abord par le calcul de delta. Donc si je veux calculer delta sous sa forme la plus globale, c'est b carré moins 4 fois a fois c. Donc ici, le calcul de delta en prenant comme paramètre c, donc ça nous fait 1 quart moins 4c sur 2. D'accord? Donc je réduis au même dénominateur, le dénominateur commun étant égal à 4, je multiplie la deuxième fraction par 2. Donc ça me fait 1 moins 8c divisé par 2. 1 moins 8c divisé par 2. Donc ça, c'est mon discriminant, delta. Et donc, en fonction du signe de delta, je vais obtenir un nombre de solutions différents. Donc, premier cas de figure, si delta est strictement positif, j'ai deux solutions, d'accord? Afin d'avoir deux solutions, distinctes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que delta soit strictement supérieur à 0. Donc, pour que delta soit strictement supérieur à 0, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que 1 moins 8c divisé par 2 soit strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? Et pour que ça puisse être possible, il faut que le numérateur soit supérieur à 0, puisque le dénominateur, il est. Évidemment, 2 est strictement supérieur à 0, donc comme c'est une fraction, donc ça veut dire qu'il faut que 1 moins 8c soit strictement supérieur à 0. Donc, il est nécessaire que c soit inférieur à 1 sur 8. Donc, pour isoler c, je vais déplacer le moins 8c que j'ai ici à gauche. Je vais obtenir 1 supérieur à 8c, ou 8c inférieur à 1, c'est pareil. Et donc, par conséquent, il faut que c soit inférieur à 1 sur 8. Donc, si c est inférieur à 1 sur 8, et bien dans ce cas-là, p de x égale à 0, p de x égale à 0, cette équation admet deux solutions distinctes. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, afin que delta puisse avoir une solution unique, afin que p de x, égale à 0, admette une solution unique, il faut que delta soit égal à 0, n'est-ce pas? Donc cela veut dire quoi? Pour que delta soit égal à 0, cela veut dire que 1 moins 8c divisé par 2, il faut que ce soit nul. Je vous rappelle que delta est égal à 1 moins 8c divisé par 2, c'est ce qu'on vient de faire dans le calcul de delta. Donc, pour que ceci soit nul, c'est une fraction, numérateur et dénominateur. Le dénominateur est strictement différent de 0, donc forcément, il faut, dans ce cas de figure, que 1 moins 8c soit égal à 0. Donc, cela veut dire qu'il faut que 8c soit égal à 1. Par conséquent, il faut que c soit égal à 1 sur 8. Donc, la seule solution, la seule façon pour que l'équation p de x égale à 0 admette une seule solution unique, c'est que le paramètre c doit être, dans ce cas de figure, égal à 1 sur 8, n'est-ce pas? Donc, p de x égale à 0, cette équation, je vais l'écrire, l'équation p de x égale à 0 admet une unique solution dans R, si et seulement si le paramètre c est égal à 1 sur 8. Et puis enfin, le dernier cas de figure, c'est le cas de figure selon lequel l'équation n'a pas de solution. Donc pour que
afin que delta, afin que P de x égale à 0, cette équation n'admette pas de solution dans R, il faut que delta soit strictement négatif, n'est-ce pas? Donc, qui dit delta dit 1 moins 8c divisé par 2. Il faut que 1 moins 8c divisé par 2 soit strictement négatif. Ça veut dire qu'il faut que le numérateur soit négatif, puisque le dénominateur est positif, en l'occurrence, est égal à 2. Donc, pour que ce soit négatif, il faut que 8c soit strictement supérieur à 1. Par conséquent, il faut que c soit supérieur strictement à 1 sur 8. Donc, si c, le paramètre c, est strictement supérieur à 1 sur 8, et bien dans ce cas de figure, P de x, l'équation P de x égale à 0, n'admet pas de solution dans R. Donc, pour synthétiser, donc l'équation P de x égale à 0, d'accord? Le nombre de solutions, je vais écrire nombre de solutions ici, donc on a deux cas de figure, soit 0 solution, soit une seule solution, soit 2 solutions, et on a la condition sur C, sur le paramètre C. La condition sur C. Donc pour qu'on ait 0 solution. Alors 0 solution, cela veut dire quoi? Cela veut dire que delta est strictement négatif, et donc en l'occurrence, il faut que C soit supérieur strictement à 1 sur 8. Donc, il faut que C soit strictement supérieur à 1 sur 8. Pour qu'on ait une seule solution, il faut que C soit égal à 1 sur 8. Pour qu'on en ait deux distinctes, il faut que C soit strictement inférieur à 1 sur 8. Donc, l'élément C va conditionner l'équation. Donc, C, je rappelle, c'est l'élément que je vais avoir à la fin. Cet élément-là, en fait, sa valeur va conditionner le nombre de solutions de l'équation P de x égale à 0. On passe à la question 3. Donc la question 3, le but de cette question est de trouver une formule pour calculer la somme des entiers entre 1 et n, où n est un entier naturel. Donc, en réalité, l'objectif de la question 3 est d'obtenir une valeur de la somme de Gauss. Donc, question petit a. Il faut démontrer, que, quel que soit x appartenant à R, pour tous les réels, P de x plus 1 est égal à 1 demi x au carré plus 1 demi x plus c. D'accord? Donc pas de difficulté, il faut démontrer ça, cette égalité, P de x plus 1 égale 1 demi x au carré plus 1 demi x plus c. Donc pas de difficulté dans ce genre de situation, le plus simple est de remplacer, tout simplement. D'accord? Donc je vais essayer, soit x appartenant à R, je vais considérer un élément, un réel qui appartient à R, et je vais essayer de calculer P de x plus 1, exprimer ce à quoi c'est égal. Donc il me suffit de remplacer x par x plus 1 dans l'expression qui m'a été donnée initialement dans l'énoncé. Donc ça me fait 1 demi x plus 1 au carré moins 1 demi fois x plus 1 plus c. J'ai pris l'expression de la fonction x, du polynôme p de x, et j'ai remplacé là où il y avait x par x plus 1. Donc évidemment, je n'ai pas oublié les parenthèses pour le premier terme, puisque c'était 1 demi x au carré, donc cette fois-ci, il faut élever
tout le bloc x plus 1 au carré. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, naturellement, je vais faire du développement. Donc le x plus 1, le tout au carré, c'est une identité remarquable. C'est a plus b, le tout au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. Donc ça me fait x carré plus 2x plus 1. Et je peux déjà commencer à développer le deuxième terme. Donc c'est une distribution de moins 1 demi que je vais faire sur x et sur 1. Donc ça me fait moins 1 demi x, moins 1 demi, puis le dernier élément, c'est qui n'a pas bougé. Je vais développer le premier terme, ça me donne 1 demi x au carré plus 1 demi fois 2x qui me fait x, plus 1 demi, moins, donc ici, moins 1 demi x, moins 1 demi, donc moins 1 demi x, moins 1 demi, plus c. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici qu'il y a quand même quelques petites simplifications. Donc déjà, le plus 1 demi avec le moins 1 demi, ça part. Attention, ici, c'est pas un 6, c'est un c. Hein, c'est juste mon écriture, c'est un c. Voilà, et donc qu'est-ce que je remarque aussi? Je remarque aussi que je peux assembler le x moins 1 demi x. Donc quelque chose moins sa moitié, c'est la moitié, d'accord? X moins 1 demi x, c'est égal à x. C'est égal à 1 demi x, pardon. Donc ça me fait 1 demi x au carré, plus 1 demi x, donc ça c'est le résultat de ce calcul, plus c, l'élément qui me reste. Donc ce qui me donne en définitive p de x plus 1 égale à 1 demi x au carré plus 1 demi x plus c, ce qui me permet donc de conclure que, quel que soit x appartenant à R, l'égalité qui m'est proposée est tout à fait vraie. C'est celle que je viens de démontrer. 1 demi x au carré plus 1 demi x plus c. Ça, c'était la première question. La deuxième question, la question B, c'est de montrer que quel que soit x appartenant à R, p de x plus 1 moins p de x est égal à x. Donc, il faut montrer que quel que soit x réel, p de x plus 1 moins p de x est égal à x. Pas de difficulté. Hein. Comment je fais? Je remplace p de x plus 1, je remplace p de x et je simplifie. Donc, encore une fois, je considère un x qui appartient à R, quelconque, et je vais calculer p de x plus 1 moins p de x. Donc, je remplace p de x plus 1 par la valeur que j'ai obtenue à la question précédente, ce qui me donne 1 demi x au carré plus 1 demi x plus c, et je retranche p de x, et donc je remplace par l'expression qui m'a été donnée à l'énoncé, 1 demi x carré moins 1 demi x plus c. J'enlève les parenthèses du deuxième terme, pas de difficulté, demi x carré, donc je garde 1 demi x carré plus 1 demi x plus c. J'enlève les parenthèses ici, ce qui me permet d'avoir moins 1 demi x carré moins 1 demi, ça nous fait plus 1 demi x moins c. Et je procède aux simplifications qui s'imposent. Donc en l'occurrence, le 1 demi x carré moins 1 demi x carré, ça se simplifie, plus c, ça neutralise le moins c, et donc il ne me reste plus que additionner le 1 demi x qui est proposé deux fois dans l'expression. Donc 1 demi x plus 1 demi x, deux moitiés de x, ça me fait donc x. Donc en effet, la différence p de x plus 1 moins p de x me donne bel et bien x. Donc, conclusion définitive, par conséquent, P, quel que soit x appartenant à R, en effet, P de x plus 1 moins P de x est égal à x. D'accord? Très bien. Question C maintenant, qui n'est pas non plus difficile. Donc la question C, en utilisant l'égalité démontrée à la question précédente, calculer les valeurs de P de 1 moins P de 0, P de 2 moins P de 1, etc. Donc ici, c'est une question en fait qui va me pousser à voir le résultat ou à voir la méthode de résolution. Ça va me permettre d'observer. D'accord? C'est égal à quoi? P de 3 moins P de 2
P de 4 moins P de 3, etc., etc. Donc là encore, pas de difficulté. Je vais simplement et bêtement appliquer ce que j'ai obtenu à la question précédente. Donc qu'est-ce que je sais d'après la question précédente? Je sais que P de x plus 1 moins P de x est égal à x, et ce, quel que soit x appartenant à R, n'est-ce pas? Donc, si je veux en l'occurrence calculer P de 2, P de 1 déjà moins P de 0, c'est comme si j'avais remplacé ici x par 0, n'est-ce pas? Et ici x par 0, donc ça fait 0 plus 1 moins P de 0, c'est égal à 0. D'accord? C'est x en fait qui est à l'intérieur. Donc, P de 2 moins P de 1, je n'ai aucun mal à appréhender le résultat qui n'est autre que 1, puisque P de x plus 1 plus P de x, si x est égal à 1, alors x plus 1 est égal à 2, et donc en l'occurrence, comme je sais que P de x plus 1 moins P de x est égal à x, donc x est égal à 1. Pareil, pas de difficulté, P de 3 moins P de 2, ben ça va être 2. D'accord? P de 4, si je veux calculer en plus P de 4 moins P de 3, ça va être 3, etc., etc., etc. Et si je veux, d'un point de vue global, calculer P de n plus 1 moins P de n, eh ben, qu'est-ce qui va jouer le rôle de x ici? C'est n. Le terme suivant, c'est n plus 1, donc la différence, ça me fait n, tout simplement. D'accord? Voilà donc pour ce calcul de ces termes, de ces différences successives, P de 2 moins P de 1, P de 3 moins P de 2, P de 4 moins P de 3, et P de n plus 1 moins P de n. Dernière question, enfin avant-dernière question, c'est de voir le lien, de montrer que il faut montrer que cette somme-là, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, je vais additionner jusqu'à arriver à n, et bien tout ceci doit être égal à P de n plus 1 moins P de 0. Comment je démontre ça? Et bien, tout se joue sur cette même intuition que je vais avoir et que je vous incite à avoir à chaque fois que vous avez un exercice dans lequel on a une décomposition en petites questions A, B, C, D, E, c'est de penser systématiquement à la question précédente pour faire la question présente. Donc ici, en l'occurrence, on nous pousse à avoir cette somme. Cette somme, comment est-ce que je peux l'obtenir en pensant, en réfléchissant à la question précédente? Donc si on essaie d'observer la question précédente, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu respectivement 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n. Donc, dans cette somme, dans l'expression de cette somme de ces termes successifs de 1 jusqu'à n, je suis tenté, je suis même poussé par une forte intuition qui m'invite à remplacer ces éléments 1, 2, 3, 4 jusqu'à n par les soustractions P de 2 moins P de 1, P de 3 moins P de 2, etc. etc. Parce qu'autrement, ça n'a aucun sens de me poser une question sur une somme de termes successifs qui apparaissent ici dans ces soustractions, si ce n'est de mobiliser cette question-là pour remplacer ces éléments par ces soustractions, justement. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de décrire cette somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, plus jusqu'à n, sous la forme de ces soustractions-là. Donc P de 1, on avait vu à la question précédente que c'était P de 2, donc P de 2 moins P de 1. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, et le 0, bien sûr, ici,
Donc il ne faut pas oublier le 0, que, ici qui est présent de toute façon. Donc P, le 0, je vais le remplacer par P de 1 moins P de 0. Donc, quand je vais écrire 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, je remplace P de 0 par P de 1 moins P de 0. Je remplace P de 2 par P de 1 par P de 2 moins P de 1. Je remplace 2 par P de 3 moins P de 2, etc., 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 jusqu'à arriver à P de n plus 1 moins P de n. D'accord? Donc bien sûr, ici, c'est une continuité de soustraction, d'opération de soustraction de P de n plus 1 moins P de n. Donc, qu'est-ce que je remarque? Si je veux enlever ces parenthèses, donc si j'enlève des parenthèses, j'en ai le droit puisque ce sont des sommes et je n'ai pas à craindre d'une difficulté particulière d'inversion de signes. Donc ici, ce que je remarque, c'est que j'ai ici P de 1, ici moins P de 1. Donc le P de 1 et le moins P de 1, ça se simplifie. Ici, j'ai un P de 2, et par ailleurs, là, j'ai un moins P de 2. L'opération suivante, qu'est-ce que j'ai? J'ai un P de 3, j'ai un P de 4 moins P de 3. Donc j'ai un P de 3 ici, et je peux supposer que le terme suivant, c'est P de 4 moins P de 3. Donc ce P de 3 là va se simplifier avec le P de 3. Donc, et comme ceci, de proche en proche, je vais éliminer tous les éléments. Le terme qui est avant P de n plus 1 moins P de n, c'était P de n moins P de n moins 1, n'est-ce pas? Et donc, P de n va également disparaître. Ce que je vais obtenir, in fine, quand toutes ces simplifications auront lieu, je vais tout simplement obtenir P de n plus 1 qui ne pourra pas être simplifié puisque je n'ai pas de terme après celui-ci, et le P de 0 qui ne pourra pas non plus être simplifié. Ce qui, par conséquent, me permet d'écrire P de n plus 1, tout simplement, moins P de n, moins P de 0, pardon. Et donc, c'est ce que j'ai démontré. Donc, j'ai démontré que cette somme-là, 0 plus 1 plus 2 jusqu'à n, c'est P de n plus 1 moins P de 0. Maintenant, la dernière question, c'est tout simplement la question finale qui va me permettre justement de déduire la valeur de cette somme. Donc, en déduire que, quel que soit n appartenant à n, eh ben, cette somme, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusqu'à n, c'est égal à n, facteur de n plus 1 divisé par 2. C'est ce qu'on appelle la somme de Gauss. Et donc, pour démontrer cette somme de Gauss, c'est simple, pas de difficulté. Il me suffit d'utiliser la question précédente. Donc, nous avons démontré dans la question précédente, à la question E ici, la question D, à la question D, nous avons démontré que 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, c'est égal à P de n plus 1 moins P de 0. Donc déjà, le 0 plus tout ça, je peux le faire disparaître, n'est-ce pas? On me demande juste 1 plus jusqu'à n, donc 0 plus ou pas. Qu'il soit présent ou pas, ça ne va pas changer le résultat. Donc du coup, d'après la question précédente, j'ai trouvé ça. Il me suffit donc de simplifier P de n plus 1 moins P de 0. Donc je vais calculer P de n plus 1 moins P de 0. Par ailleurs, P de n plus 1 moins P de 0, c'est 1 demi facteur de n plus 1 au carré moins 1 demi n plus 1 plus c. Et je vais enlever P de 0. Donc si je remplace x par 0 dans l'expression de P, j'obtiens tout simplement c. Donc je peux d'ores et déjà voir que le c avec le moins c se simplifie. Et je vais ensuite continuer le développement de mon expression. J'obtiens un demi-facteur de n carré plus 2n plus 1. Je développe l'identité remarquable n plus 1 au carré. Je peux déjà commencer à distribuer le moins 1 demi sur le n et plus 1 en développant. Donc ça me fait moins 1 demi n moins 1 demi. Et je continue encore une fois à faire mon développement. Ici, j'obtiens 1 demi n au carré
plus 1 demi fois 2n, ça me fait n, plus 1 demi, moins 1 demi n, moins 1 demi. Donc, d'autres simplifications s'imposent. Le 1 demi est compensé par le moins 1 demi. Et donc ici, je n'ai que n. Je peux encore simplifier n et moins 1 demi n. Donc n moins 1 demi n, c'est 1 demi n. Ça me fait 1 demi n au carré plus 1 demi n. Donc, j'ai le même dénominateur, je mets sur mon même dénominateur 2, et donc je vais avoir n carré plus n. Et je peux, in fine, simplifier, enfin factoriser par n, qui est un facteur commun. Donc, n au carré plus n, ça me fait n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et donc, bien sûr, tout ceci est égal à p de n plus 1 moins p de 0. Par ailleurs, je sais, d'après la question précédente, que pn plus 1 moins p de 0, ce n'est autre que 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc, j'en conclus. La conclusion, c'est qu'effectivement, quel que soit n appartenant à n, par conséquent, quel que soit n appartenant à n, p de n plus 1, enfin 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, cette somme-là est égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Voilà les amis, comment je démontre cette somme de Gauss, cette fameuse somme de Gauss à travers un exercice très intéressant qui passe par un trinôme et qui me permet, par quelques propriétés caractéristiques que nous avons fait ensemble, qui ne sont pas extrêmement compliquées, qui sont très intuitives, je dirais, puisque l'exercice est super bien détaillé, ça permet d'aboutir à cette conclusion, à cette formule qui traduit la somme de Gauss. Donc, effectivement, si par exemple j'ai à calculer la somme de tous les termes en partant de 0 jusqu'à 99, plutôt que de faire de proche en proche 50 opérations d'addition, eh ben, je vais tout simplement multiplier le dernier terme qui est 99 fois 100, qui est le terme qui vient par la suite, et je divise par 2, tout simplement. Donc c'est une formule puissante qui me permet de réduire mon temps de calcul et qui me permet justement de trouver cette fameuse somme trouvée par le mathématicien Gauss quand il avait 10 ans, à travers bien sûr une autre méthode, mais qui aboutit à cette même conclusion, à cette même formule. Donc je vous invite à commenter cette vidéo avec potentiellement, si vous avez une idée de comment on peut arriver à ce résultat en passant par une autre méthode plus simple peut-être. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner à ma chaîne, tout ça, et je vous dis à bientôt.